Chers compatriotes, chers citoyens de la région de Saint-Louis, département de Dagana et de la commune de Diama. Je me nomme Papa Tandakha Ndiaye. Je suis un acteur de développement au niveau sous-régional, national et au niveau local. Également membre de PASTEF et de la coalition Diomaye Président. Aujourd'hui, l'objet de notre conférence de presse, c'est de parler sur un sujet qui interpelle tout le monde. Avant cela, je commencerai par saluer tout le monde. Les braves hommes et les braves femmes et les jeunes qui ont aujourd'hui contribué à la victoire éclatante qu'on a eue les élections passées, mais aussi à porter à la tête de notre cher pays une équipe jeune, dynamique, engagée, et dont le seul souci, c'est la mise en œuvre du projet de société qu'ils avaient porté. J'aimerais également faire des prières pour la réussite de cette équipe-là, pour la réussite du président Diomaye Diakhar Faye, son Excellence, pour la réussite du Premier ministre Ousmane Sonko et l'ensemble de son gouvernement. Comme l'avait si bien évoqué notre leader politique Ousmane, je pense que l'Afrique est en train d'assister au réveil du Sphinx. Ça commence par le Sénégal et ça va finir par embraser, Inch'Allah Rabbi, toute la sous-région ouest-africaine, voire l'Afrique dans son entièreté. Dans notre parcours, on a eu tout le temps à militer pour le développement de nos terroirs. Donc nous, on fait partie des gens qui croient qu'on doit mettre le projet avant les hommes. Les hommes sont insignifiants et les hommes finiront tout le temps par passer et laisser d'autres générations venir. Par contre, il est de notre devoir, le temps qu'on passe ensemble en vie, qu'on puisse contribuer, qu'on puisse impacter, qu'on puisse également donner toute notre énergie pour l'émergence de nos terroirs, mais également pour l'utilité publique. Fort de cet aspect-là, on fait partie des gens qui, tout le temps, ont contribué à la conception de projets de développement, ont participé à la conception de projets d'envergure dans ce pays où nous sommes et on va continuer dans ce domaine-là. On sait tous que la souveraineté alimentaire est l'un des piédestals du projet Diomaye Président, mais c'est aussi l'une des plus grosses attentes de la population du Sénégal en général et de la zone du Waalo en particulier. On ne peut pas parler de souveraineté alimentaire sans pour autant parler de riz. Donc la place du riz dans notre souveraineté alimentaire est prépondérante. Ça occupe 70, 80, voire plus de pourcentage. On ne peut pas parler du riz sans parler du Waalo. Cause pour laquelle nous, autres cadres du Waalo, qui sommes issus de braves hommes et de braves femmes, cultivateurs et cultivatrices, bien que nous soyons des ingénieurs de conception, bien que nous soyons des stratégistes, l'appel de la terre nous interpelle tout le temps. Donc aujourd'hui, je m'avais parlé de vous, avec vous, sur la problématique du secteur du riz dans une approche systémique qui concerne le secteur céréalier dans sa globalité. Et mon intervention, que j'appelle le concept AISE, qui a eu à faire un diagnostic exhaustif et un choix de solutions stratégiques que je m'avais proposé à la connaissance de toutes et de tous. Le concept AISE prend en compte les acteurs, les institutions, le secteur ainsi que l'environnement. Avant de commencer et d'entrer dans le sujet, je vais faire un appel à toute la jeunesse sénégalaise. C'est notre ère, c'est notre moment. C'est à nous de porter le projet. Quand on met 10% du budget national
pour l'agriculture, ça doit nous interpeller. Et l'agriculture a besoin de ses fils, a besoin de ses filles. Quelles que soient les compétences qu'on a, quel que soit le parcours académique ou didactique qu'on a eu, on a son rôle à y jouer. Et cela en conformité avec le don de soi pour la patrie, de la culture de l'effort, de la vérité, de l'humilité et de l'esprit d'équipe. Dans le respect, comme l'a si bien demandé notre président, du Djoub, du Djoubal et du Djoubanti. Le concept AISE a pour rôle de contribuer positivement pour permettre de booster la culture du riz afin de contribuer à une souveraineté céréalière. On sait tous que le riz est la denrée la plus consommée dans la sous-région ouest africaine, avec une demande tournant autour de 20 millions de tonnes par année. Et le Sénégal a au moins 10% de cette demande annuelle. C'est-à-dire on a un besoin qui tourne entre 2 millions plus ou moins. Il y a eu des programmes, certes. Il y a eu particulièrement le programme national d'autosuffisance en riz qui a été planifié en 2008 et qui nous avait promis une autosuffisance en riz horizon 2012. Ce programme-là ayant échoué, en 2012, il y a eu le même programme phase 2 qui nous avait promis une autosuffisance en riz horizon 2017. On sait tous que ces programmes successifs qui ont englouti des milliards n'ont non seulement pas atteint leurs objectifs, mais ont fini par créer des déséquilibres, aussi bien dans le domaine des céréales dans la globalité, les céréales locales, le mil et le sorgho, mais également dans l'élevage sylvopastoral. Parce que l'approche systématique avait été prônée et non pas l'approche systémique qui devrait intégrer les céréales locales. Et ce programme avait pour seule stratégie, dans l'objectif de l'augmentation des productions, on devait augmenter l'emblavement de nouvelles surfaces, ce qui a contribué à la destruction de la biodiversité, mais également à beaucoup de conflits agriculteurs-éleveurs. Parce que la stratégie adoptée, c'était la production du riz au détriment des autres céréales locales. L'autosuffisance en riz, en elle toute seule, est un objectif impossible à atteindre dans la pérennité. Quand on considère la corrélation de l'accroissement démographique, sans compter que notre potentiel de production du riz est lié aux facteurs de rendement et superficie emblavée. Et ces facteurs-là sont limités dans le temps parce que le foncier étant limité. Pour rectifier le tir, il est temps qu'on puisse fixer un objectif systémique céréalier dans le respect de la biodiversité, mais aussi dans le respect des secteurs connexes comme l'élevage. Ainsi, il est urgent et vital de prôner une rupture profonde pour l'atteinte de la souveraineté céréalière dans la perpétuité. Donc, mon intervention étant axée, certes, sur la culture du riz, dans la vallée du fleuve du Sénégal, le Waalo, est vraiment en parfaite adéquation avec l'approche systémique qui doit intégrer les autres céréales. Avec l'avènement du barrage de Diama, le Waalo, la vallée du fleuve Sénégal, dans sa rive gauche, a eu à mettre à disposition une potentialité qui tourne autour de 140 000 hectares rizicoles et de 100 000 hectares en horticulture et en arboriculture. S'y ajoute le canal d'irrigation gravitaire récemment construit par MCA,
dans les années 2014 et 2015. À ce jour, compte tenu de la plus grosse saison qu'on a eue, c'était en 2023, on a vu qu'il y a uniquement le tiers des superficies prévisionnelles qui ont été exploitées. Donc plus ou moins 90 000 hectares de terre restent à être aménagés et à être exploités. Parce qu'à ce jour, on est à peu près à 50 000 hectares de terre dans le Waalo. Notre proposition dénommée Concept AISE, qui a pris en compte les 4 acteurs, les 4 paramètres, les acteurs, les institutions, les secteurs et l'environnement, s'articule autour d'un diagnostic directif faisant un cadrage parfait des problématiques du secteur du riz, mais on ne s'en est pas limité là. Parce que je pense aujourd'hui, chaque citoyen et citoyenne de ce pays doit être une force de proposition afin qu'on puisse ensemble atteindre l'objectif de développement prôné par notre gouvernement. Donc nous, on a proposé des solutions sous-tendues par le respect de la biodiversité et des parcours sylvo-pastoraux. Parmi ces propositions, on commence par les acteurs. On sait tous que les producteurs du Waalo en général sont la plupart des particuliers ou des GIE organisés autour d'unions qui sont là depuis des années, mais d'année en année, on se rend compte que la filière riz n'enrichit pas ces hommes, mais également la filière riz ne rend pas autonome ces agriculteurs et ces acteurs. Donc nous, on prône en premier lieu qu'on puisse s'attaquer à la formalisation de ces acteurs-là par la traduction des unions et des particuliers de coopératives agricoles fortes, sous-tendues par une administration étatique forte. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez la structuration du gouvernement, on a un secrétaire d'État qui est chargé de ces coopératives-là. Donc cette question a interpellé au plus haut niveau et intéresse l'État dans sa globalité. Donc les sociétés de type économie solidaire, sociale et solidaire sont prônées au niveau international et sont encouragées. On ne s'en limite pas là. Prenons l'exemple du Rwanda. Poussons nos fils et nos filles qui ont des compétences dans nos villages et nos terroirs à s'impliquer davantage dans ces coopératives-là et dans ces unions-là. Donc, pour les acteurs, on a prôné les 3 F. C'est la formalisation, la formation et le financement. J'ai parlé de la formalisation. Pour la formation et le financement, ce serait vraiment dommage ou bien illusoire chez nous de pouvoir le faire supporter par les acteurs. Donc on a mis les solutions relatives aux formations, au financement au niveau des institutions. D'ailleurs, 70 à 80% des solutions prônées seront des solutions institutionnelles. Et pour les institutions, on a eu à travailler sur la problématique et on a ressorti au moins 7 axes majeurs. La souveraineté, la structuration, les routes et les infrastructures, les finances, la formation, la recherche et la digitalisation. Concernant la souveraineté, il nous faudrait prôner la mise en place de mesures protectionnistes de la filière du riz. C'est important qu'on ait des barrières à l'entrée parce que le riz impacte la souveraineté alimentaire de notre pays. C'est important également qu'on puisse mettre en place au niveau de nos institutions la possibilité d'avoir des contrats tripartites
il nous faudrait des contrats dans lesquels les producteurs seront engagés pour avoir des quantités cibles, les transformateurs à acheter la totalité de la production et les commerçants à injecter la production dans le circuit de distribution. Mais pour ce faire également, on sait tous que les intrants jouent un rôle déterminant. Donc dans la souveraineté, je propose qu'on puisse nationaliser l'ensemble des sociétés qui produisent des phosphates, qui est une matière première pour la production des engrais. Le Sénégal avait fait sienne ces sociétés-là. Avec l'avènement du libéralisme, on les a la plupart privatisées, ce qui a externalisé l'achat de ces intrants, mais ce qui également nous a poussé à avoir des déficits de devises. La plupart de nos monnaies partent dans d'autres économies. Et la nationalisation de ces entreprises-là pourra nous permettre de faire au moins une contribution assez importante dans l'économie nationale. S'agissant de la structuration, nous prenons le rapprochement des chercheurs et des producteurs pour quand même enclencher une dynamique de coproduction. Il est temps que le chercheur puisse être dans le champ de riz du producteur. Et cela, il nous le faut pour pouvoir au moins supporter l'un des enjeux majeurs du riz. Parce que nous, l'échec le plus cuisant qu'on a eu, c'est qu'on a voulu augmenter la production de par l'augmentation des surfaces exploitables, alors qu'on doit prôner l'augmentation de la production par l'augmentation du rendement. On sait tous que le rendement du riz dans la vallée du fleuve Sénégal tourne autour de 7, peut-être à 10 plus ou moins tonnes par hectare. Je pense que ça doit être un défi pour les chercheurs qu'on puisse au moins essayer de voir les rendements les meilleurs au monde et qu'on puisse s'approcher de nos producteurs pour pouvoir le produire. Et cela est à notre portée si on prône le transfert des compétences et le transfert des technologies dans notre démarche. La compétence et la connaissance de nos fils. Il nous faut prôner une agriculture durable mais hautement productrice, consommatrice de peu d'espace, parce que l'espace est limité dans le temps, alors que les hommes ne sont pas limités. On sait tous que la démographie elle est galopante. Chaque année, alhamdoulillahi rabbil alamin, au Sénégal, on augmente d'année en année. Mais la terre, elle, le foncier, lui, est constant. Donc je pense que la solution qu'on doit prôner, c'est l'augmentation des rendements. C'est une production agricole durable et hautement productrice. Il nous faut aussi faire la refonte quand même de la politique céréalière actuelle. Parce que cette politique céréalière avait été axée que sur le riz. Alors qu'au Sénégal, mais on a le mil, on a le sorgho et on a le maïs. Donc il nous faut non seulement essayer de résorber le gap du riz, essayer de produire une production excédentaire pour supporter les 2 millions de tonnes dont on a besoin, mais aussi attaquer le marché sous-régional qui a besoin de 20 millions de tonnes et être des fournisseurs au niveau sous-régional. Mais il faudrait qu'on le fasse quand même dans le respect de la biodiversité, mais aussi dans le respect de la promotion des céréales locales. L'État également, je pense qu'il est temps qu'on puisse limiter son intervention dans la structuration des prix des produits agricoles. L'État doit garantir des prix rémunérateurs aux producteurs. On a des producteurs qui sont braves, mais les prix étant plafonnés, je pense qu'il est temps qu'on fasse une étude de prix, qu'on puisse voir quels sont les prix rémunérateurs et comment est-ce qu'on pourra au moins compenser ou bien mettre en place une politique assez rémunératrice. L'État doit mettre en place
un système de contrôle et de suivi des intrants pour avoir l'assurance de la qualité de ces intrants-là, mais aussi pour lutter contre les détournements. L'État a été, dans tous les cas, un partenaire avec les producteurs, mais il est temps que nos sous qu'on met dans la subvention de nos intrants puissent être quand même sauvegardés, mais qu'on puisse également voir quelle est la finalité de ces subventions-là. Il nous faut une interconnexion entre les exploitants agricoles et les agro-industries, afin qu'on puisse renforcer les chaînes de valeur locales, afin qu'on puisse faire émerger des champions nationaux en agro-entreprise. Je m'en vais vous parler des routes et des infrastructures. On sait tous que les routes et les infrastructures sont les tendons d'Achille, sont la faiblesse de la production du riz dans la vallée du fleuve Sénégal. Il est temps qu'on puisse impliquer les agences d'exécution des routes, avec qu'on puisse mettre en place des infrastructures et des aménagements conformes à nos matériaux locaux et adéquats. La plupart des zones où on produit du riz dans le Waalo, c'est des zones argileuses. Ils mettent des rues en bitume, je pense, à mon avis, n'est pas la meilleure solution. Donc il nous faut une solution adéquate. Il nous faut une création de la division des routes et des aménagements agricoles si nécessaire, uniquement des routes agricoles. Au même titre que les routes dans le monde urbain, le monde rural a besoin de pistes, de chantiers et de routes là où on fait émerger de l'argent. Ces terres sont des terres de rente, sont des terres de production. On doit les mettre en valeur, on doit aussi donner les moyens qu'il faut à nos fils et à nos filles de pouvoir ne serait-ce que ressortir les productions qu'ils font. Beaucoup de cultures et de productions sont laissées en rade parce que l'hivernage étant venu, les gens ont du mal à acheminer leur production. Il y a la boucle du riz qui était une promesse du gouvernement précédent. Je lance un appel solennel au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son Excellence. Je lance un appel solennel au Premier ministre du gouvernement, Ousmane Sonko, de mettre en place cette route-là. Cette route va alléger une très grande partie du Waalo. Il nous faut mettre en place un projet de transport fluvial pour au moins donner la possibilité d'avoir un système de transport multimodal. C'est illusoire de penser que toute la production qu'on produise, on doit le ressortir que par la route. Il y a un projet majeur qui doit se faire entre le Mali, le Sénégal, dans la vallée du fleuve Sénégal. Faisons supporter par ce projet-là le transport fluvial de nos productions de riz. Il nous faut également formaliser ce que moi j'appelle les opérations saisonnières de pré-campagne agricole qu'on appelle OSPA. Dans le cadre des finances, je prône la création de fonds nationaux de garantie à la production. Parce que la plupart des agriculteurs qui ont des terres n'ont pas de fonds pour garantir leurs prêts. Je prône la mise en place de fonds nationaux de commercialisation. Parce que la plupart des commerçants n'ont pas de fonds pour acheter la production. Et si nécessaire, on regroupe ces deux fonds-là. Je prône également l'incitation de financement sur le moyen terme. Parce que, disons-nous la vérité, depuis qu'on produise du riz dans le Waalo, les agriculteurs reçoivent des fonds et des crédits sur le court terme. On sait tous que ces fonds-là ont des taux d'intérêt très élevés, mais le risque également est très élevé parce qu'il suffit de rater une campagne, on rate presque sa vie. Il est temps que l'État accompagne les producteurs, que les institutions financières puissent être mises devant leurs responsabilités, qu'on puisse donner des fonds sur les 5 ans au moins ou bien sur les 3 ans, mais qu'on puisse mettre en place un système de contrôle et de suivi de la campagne et qu'on puisse mettre en place des critères de coercition
ceux qui utilisent ces fonds d'une manière décente, qu'on puisse les promouvoir, ceux qui l'utilisent d'une manière indécente, qu'on puisse les sanctionner. Il nous faut une incitation de l'investissement du privé. Étant acteur du privé, directeur général pendant presque 10 ans, je suis bien placé. Doit inciter le privé national à investir dans la production du riz par la mise en place d'avantages fiscaux. Je pense que je parle avec les bons acteurs parce qu'ils s'y connaissent mieux que moi en avantages fiscaux. Il nous faut prôner la promotion de rizeries modernes. La plupart de nos rizeries sont à moderniser. Mais également, il nous faut encadrer les décortiqueuses villageoises. Parce que également, 70% de la production du riz dans le Waalo sont décortiquées. Il y a déjà une formation pratique qui est prônée dans le domaine de la machinerie et du machinage. L'école de formation est dans la commune de Diama. Mais ce n'est pas suffisant. Moi, je prône qu'on mette en place des filières de formation spécifiques pour la chaîne de valeur de la filière céréale, dont le riz, dont je prône 2 curriculums ou curricula différents. L'un des curricula aura pour rôle de former des ouvriers, des techniciens agricoles et des producteurs indépendants dans le domaine de l'aménagement hydraulique, dans le domaine de l'énergie. Parce que ça, c'est des domaines de techniciens, d'ouvriers et d'ingénieurs. On doit mettre en place des formations pratiques, diplômantes, pour pouvoir augmenter le nombre d'experts dans ce domaine-là. Mais il nous faut également mettre en place une formation que moi j'appelle une formation sciences des sols. Cette formation-là aura pour rôle de former des acteurs, ouvriers, techniciens, ingénieurs si vous voulez, pour la biodiversité, la météorologie agricole, la géoscience, parce qu'aujourd'hui la science de la terre et du sol c'est une science à part, et la chimique agricole. On doit prôner la maîtrise de la pluviométrie, du climat, de la pédologie, de la salinité, des engrais, des produits chimiques, mais on doit aussi maîtriser le péril aviaire. Mais tous ces aspects-là doivent être appris à l'école et pratiqués sur le terrain. En ce qui concerne la recherche, je prône la mise en place d'une stratégie didactique de recherche-développement dans le domaine de la filière céréalière en général et du riz en particulier. Je prône également la valorisation des technologies agroalimentaires et le renforcement des chaînes de valeur céréalières. Je prône l'intégration de la recherche agroalimentaire et la recherche agricole. Parce qu'aujourd'hui, c'est 2 recherches différentes. Je pense qu'on doit voir quels sont les points de convergence, qu'on puisse mettre des chercheurs là-dessus, mais que ce soit des chercheurs qui sont proches des producteurs. Je m'en vais également vous parler de la digitalisation. On sait tous aujourd'hui qu'on est dans un monde connecté et interconnecté. On n'est plus dans l'ère de la production familiale. Donc il nous faut digitaliser progressivement notre agriculture. Il nous faut digitaliser les infrastructures, les aménagements, le débit d'eau et la côte du fleuve Sénégal. On doit pouvoir le maîtriser. On doit savoir chaque moment quelle est la côte du fleuve Sénégal et quel est le débit d'eau permissible pour pouvoir maîtriser l'agriculture du riz. On doit aussi pouvoir digitaliser les données météorologiques. Comme le cas de la pêche, chaque agriculteur doit pouvoir connaître ces données-là. Il nous faut digitaliser également les potentiels agricoles réels du Waalo en général et de la vallée du fleuve dans sa particularité. Il nous faut digitaliser le cadre institutionnel, les fonds, les agences, les sociétés, les départements ministériels, les directions ainsi que les associations et organisations paysannes. Ceci met fin à
ce que j'appelais la solution prônée pour les institutions. Aujourd'hui, je m'en vais parler du secteur. Dans ce domaine, je prône la structuration et l'organisation. Il est temps qu'on transforme progressivement nos paysans à des agro-entrepreneurs. Il est temps qu'on ait des acteurs qui s'enrichissent de par la sueur de leur front. Il est temps qu'on puisse prôner la transformation progressive des exploitations familiales en agro-entreprises. Il est temps qu'on mette en place un système d'homologation de nos semences et de nos intrants. On ne doit pas laisser à quiconque qui le veut vendre des semences ou des intrants à son nom. On doit pouvoir les homologuer. Il est temps également qu'on mette en place des agréments pour les fournisseurs, que ce soit les fournisseurs de semences et les fournisseurs d'intrants. On ne peut pas parler du secteur du riz sans parler de la mécanisation et des équipements. En ce qui concerne la mécanisation, je prône la mise en place de directions chargées de la mécanisation. Cette direction-là aura pour rôle de prôner le transfert de technologies et de compétences afin qu'on soit autonome du point de vue de la mécanisation. Les machines qu'on reçoit de l'Asie, les machines qu'on reçoit de l'Europe, ces machines-là doivent être tropicalisées. On doit pouvoir maîtriser notre parc de machines, savoir quel est le nombre d'engins agricoles qui sont dans le Waalo. Mais également, on doit pouvoir assurer le service après-vente adéquat pour l'ensemble de ces machines-là. Il nous faut promouvoir des rizeries agricoles, mais à proximité des zones de production. On sait tous la cartographie de ces rizeries-là. Il nous faut les mettre à côté des zones de production, les équiper de trieuses pour séparer le riz entier du riz brisé, afin d'assurer une meilleure homogénéité, mais aussi une meilleure propriété de ce riz-là. On doit encadrer l'amélioration des décortiqueuses villageoises pour une meilleure qualité de riz. On doit les adjoindre des accessoires supplémentaires, que ce soit des séparateurs trieurs, que ce soit des blanchisseurs polisseurs. Cela est possible par une collaboration entre les acteurs, les fournisseurs et les experts en recherche-développement. Mais également, il nous faut accentuer la transformation du riz local entier en riz brisé de qualité. Parce qu'on sait tous que le Sénégalais, il est friand du riz brisé. Donc ces rizeries-là doivent être orientées production de riz, mais production de riz brisé de qualité. En ce qui concerne les infrastructures, il est temps qu'on mette en place des magasins de stockage. Mais ça, dans la planification spatiale que je prône, j'avais parlé des aménagements, j'avais parlé des routes, j'avais parlé du transport multimodal, terrestre et fluvial. Ces magasins, on doit les mettre dans les nœuds de ces transports-là. Entre le transport fluvial et le transport terrestre, on met des magasins. Parce que ces magasins nous donnent la possibilité d'accentuer le nombre et la quantité de riz mobilisables. On doit planifier l'amortissement des aménagements agricoles, y compris les ouvrages hydrauliques et les ouvrages électromécaniques. Étant un ingénieur de conception, je pense qu'il nous faut mettre en place de la maintenance préventive, de la maintenance curative et de la maintenance palliative. Et cela est possible, mais dans une approche systémique pour l'ensemble de la vallée du fleuve Sénégal, pour pouvoir anticiper sur ce que moi j'appelais tout à l'heure les opérations préalables aux campagnes agricoles qui sont des OPCA. Il nous faut également ces campagnes-là, les planifier à l'avance, et travailler avec les acteurs, les coopératives et les unions dans une dynamique proactive. Le monde aujourd'hui n'est plus un monde de réaction, c'est un monde de proaction. Il faut mettre la réflexion avant l'action. Il nous faut aussi mettre en place un programme d'hydraulique agricole adossé à une autonomisation énergétique. J'ai vu, hier j'étais dans le Boudoum, où on a à peu près 4 000 voire 5 000 hectares de terre
L'État a commencé à mettre en place des systèmes photovoltaïques indépendants. J'encourage qu'on continue dans ce domaine-là. Je me rappelle, il y a de cela 2 ans, dans la zone de débit, les agriculteurs ont eu une perte colossale en production qui était due à l'absence d'énergie électrique à temps parce que leur pompage était branché au courant de la Sénélec. Pour l'innovation, il nous faut innover. On a besoin de riz, mais aussi on a besoin de produits halieutiques. Le riz seul ne suffit pas. On a notre fameux thieboudienne national. Allons vers des champs intégrés, riziculture, pisciculture. Comme ça, on pourra produire et du riz et du poisson. Je termine mon intervention par l'environnement. Il nous faut prôner dans notre démarche le respect de l'environnement et le respect de la biodiversité. On sent tous la chaleur qu'on commence à subir dans le Waalo. C'est dû, à mon sens, à une déforestation qui ne dit pas son nom. Il nous faut des aménagements intégrés. Il nous faut des aménagements responsables et éco-responsables. Il nous faut également faire une prévision de superficie proportionnelle. Définir la proportionnalité entre les agriculteurs riz et les éleveurs sylvopastoraux. Ces éleveurs-là dépendent des forêts pour pouvoir nourrir leurs bêtes. Ils font partie des Sénégalais. On ne doit pas promouvoir le riz au détriment de ces agriculteurs, de ces éleveurs. Et la plupart de ces éleveurs ont été là avant les aménagements agricoles. Il est temps de les prendre en compte dans la planification qu'on fait. Mettons en place une proportionnalité et au-delà de ça, renforçons leurs zones sylvopastoraux par du reboisement, par des espèces végétaux que les animaux vont utiliser. Il nous faut aussi prendre en compte les parcours sylvopastoraux en prélude aux aménagements agricoles. La plupart des conflits éleveurs-agriculteurs viennent du fait que les cheminements sylvopastoraux sont la plupart du temps aménagés en zones irrigables et cultivables, sans l'implication des éleveurs qui y passaient depuis des centaines, voire des millénaires. Il est temps que ça cesse. Il est temps qu'on mette les acteurs et les parties prenantes aux mêmes tables que les experts et les ingénieurs qui conçoivent les projets. Ceci met fin à l'intervention que je voulais faire dans le domaine de la culture céréalière en général et de la culture du riz en particulier. Je remercie l'ensemble de mon auditoire, je remercie les autorités, je remercie en particulier mes partenaires, mes amis, mes sympathisants, mes parents et mes souteneurs dans la commune de Diama, ainsi que tous mes promotionnaires, ainsi que l'ensemble de mes connaissances. La production que je fais ne serait pas possible avec leur soutien, avec également ce que j'appelle des héros de l'ombre. Je vous salue et je vous remercie.